Pour commencer, il faut savoir que l'expression d'ouverture de la chambre pulpaire employée par Marmas, il était préférable aujourd'hui d'utiliser les termes de préparation de cavités d'accès endodontique ou alors aménagement des voies d'accès endodontique. Parce que, tout simplement, ces expressions correspondent plus à l'acte qui doit être réalisé lors de cette étape initiale et primordiale du traitement endodontique. La préparation de cette cavité doit effectivement permettre la visibilité des orifices canalaires et le libre accès des instruments jusqu'au foramen apical. La cavité d'accès endodontique, on peut la définir comme étant l'ouverture préparée dans une dent pour permettre l'entrée au système pulpaire canalaire dans le but de nettoyer, préparer et obturer ce système canalaire. Ces objectifs se résument en 6 points selon Pierre Machetoux en 1992. Le premier point, c'est bien évidemment la visibilité des entrées canalaires. Deuxième point, c'est permettre l'accès direct sans interférence au canaux jusqu'à la limite apicale. Comme troisième point, bien évidemment, c'est l'élimination totale des débris pulpaires ou dentaires de la chambre pulpaire, le passage et le travail aisé de l'instrumentation canalaire, permettre une irrigation efficace et continue au niveau des canaux radiculaires, et enfin permettre la tenue du ciment d'obturation provisoire en interséance. Les principes de réalisation de la cavité d'accès endodontique. Donc, avant la réalisation de toute cavité d'accès endodontique, il est primordial et important de faire une analyse attentive de nombreux éléments. Le premier élément, c'est bien évidemment le diagnostic précis et le plan de traitement adéquat. Deuxième point essentiel, c'est bien la connaissance fondamentale de l'anatomie interne et de l'anatomie externe, c'est-à-dire qu'on va faire une observation des formes externes de la couronne, qui reste un élément très important qui va nous fournir de nombreuses indications sur les formes et l'espace endodontique à découvrir. Enfin, c'est l'étude radiographique mettant le point sur les particularités anatomiques de la dent concernée, c'est-à-dire que la radiographie renseigne sur la forme, le volume et le nombre des canaux. Elle permet aussi de mettre en évidence quelques particularités, type par exemple des pulpolites ou alors des calcifications radiculaires. On va parler maintenant de la reconstitution pré-endodontique. Donc la reconstitution pré-endodontique, c'est une étape très importante en présence d'une dent qui est fortement délabrée. Donc c'est une dent qui nécessite un traitement endodontique peut-être très délabré. C'est une étape préliminaire du traitement. Il va permettre de recréer temporairement les murs dentinaires d'une dent. Donc, parmi les problématiques de cette reconstitution pré-endodontique, c'est que le traitement endodontique est souvent indiqué sur des dents qui ont subi une restauration coronaire directe ou indirecte. Donc, ces restaurations ne peuvent être conservées ou utilisées comme reconstitution pré-endodontique, et ceci parce que la perte d'étanchéité de la restauration préexistante, donc il y a la présence d'une récidive carieuse, donc il faut qu'on ait un curetage qui est parfait avant la réalisation de la cavité d'accès endodontique. On peut être en présence d'un ancrage coronoradiculaire qui va rendre la tâche très difficile pour accéder au système canalaire. Et enfin, la reconstitution peut être dans certaines situations conservée, et ceci en présence de restauration récente sur une dent vivante avec symptomatologie ou alors sur une dent qui participe dans la stabilité d'un bridge de grand étendue. Alors que sur le plan parodontal, on est en absence d'un espace circulaire adéquat qui empêche la réalisation d'une reconstitution pré-endodontique adéquate et la mise en place d'un champ opératoire étanche, une élongation coronaire avec ou sans ostéoplastie est indiquée. La reconstitution pré-endodontique présente certains objectifs importants. Le premier objectif, c'est bien la consolidation de la dent et la prévenir de sa fracture au cours du traitement endodontique. Bien évidemment, faciliter la mise en place du champ opératoire étanche qui est la digue, recréer un véritable réservoir de solution d'irrigation, faciliter la pose d'un pansement étanche en interséance, évitant toute infiltration bactérienne, et bien évidemment faciliter ou alors limiter le risque de fracture d'une dent fortement délabrée par renforcement des parois résiduelles. La réalisation de cette cavité ou cette reconstitution pré-endodontique dépend de sa facilité d'utilisation dans les indications, du temps de prise du matériau utilisé, de sa résistance et de la facilité d'éviction à la fin du traitement endodontique. La reconstitution pré-endodontique peut se faire sous forme d'une reconstitution
prothétique, donc avec une couronne qui est provisoire, donc la réalisation d'une couronne provisoire métallique, donc qui est indiquée dans le cas d'une perte de substance modérée, permettant une préparation périphérique de la dent, réalisation au laboratoire de la couronne, le scellement de cette dernière et enfin la réalisation de la cavité d'accès endodontique à travers justement cette couronne provisoire comme c'est indiqué sur l'iconographie. On peut passer une reconstitution endodontique, pré-endodontique sous forme d'une reconstitution conservatrice en utilisant un matrissage. Donc, elle est indiquée dans le cas d'une faible perte de substance ou alors une perte de substance qui est modérée. Donc là, elle concerne la mise en place d'une matrice, d'un coin interdentaire et la mise en place du matériau utilisé pour cette reconstitution pré-endodontique. Donc, elle commence par la mise en place d'un fond de cavité qui va permettre la facilité de repérage ultérieur des canaux, l'injection directe du matériau qui peut être un composite, soit un ciment verre ionomère et enfin la réalisation de la cavité d'accès endodontique. Elle peut être aussi sous forme de bague en cuivre qui est indiquée beaucoup plus sur les dents postérieures avec un fort délabrement. Alors là, pour ce cas-là, on doit choisir la dimension de la bague en fonction de la taille de la dent en présence. On va la découper à l'aide d'un ciseau à couronne. On va l'ajuster sur la dent sur laquelle nous allons réaliser la reconstitution pré-endodontique. On va la sceller avec un ciment verre ionomère et enfin nous allons réaliser notre cavité d'accès endodontique comme c'est bien mentionné sur l'iconographie. La réalisation de la cavité d'accès endodontique passe par des étapes importantes et primordiales qui sont représentées premièrement par la connaissance théorique préalable à toute cavité d'accès. Donc là, on est obligé d'avoir des connaissances théoriques sur l'ensemble des dents, qu'elles soient des dents antérieures ou alors des dents postérieures. Il faut qu'on connaisse quels sont les critères anatomiques, d'accord, par rapport à cette dent sur laquelle nous allons réaliser notre cavité d'accès endodontique, qui doit être complétée par une analyse clinique et radiographique de la dent à traiter. Le protocole général de réalisation de cette cavité d'accès endodontique. L'instrumentation qu'on va utiliser pour la réalisation de notre cavité d'accès endodontique comporte premièrement le plateau de travail, donc c'est le plateau standard qui comporte un miroir, bien évidemment, un excavateur, une crécelle et une spatule à bouche avec une sonde. Il comporte des fraises spécifiques qu'on va utiliser pour la réalisation de notre cavité d'accès endodontique. Alors ces fraises sont les fraises boules diamantées, des fraises tronconiques, une fraise boule en carbure de tungstène à l'encolle et enfin une fraise Zecchria endo. Donc la première fraise qui est la fraise boule diamantée, donc c'est évident, on va l'utiliser pour l'ouverture de la cavité d'accès endodontique. La fraise tronconique, elle est utilisée pour élargir l'ouverture déjà réalisée par la première fraise boule. La fraise boule en carbure de tungstène à l'encolle, c'est une fraise qui présente une certaine longueur et qui va permettre de dégager la vision du champ opératoire. Et enfin, la fraise Zecchria endo qui présente une lame qui est active avec une pointe qui est mousse, donc on n'a pas de risque de faire une perforation au niveau du plancher pulpaire. On va utiliser aussi des sondes. Donc là, on a trois types de sondes. On a la sonde numéro 17, la sonde numéro 16 et enfin la sonde de Reine. Alors, la sonde numéro 17, elle sert à contrôler la suppression complète du toit pulpaire et la mise de dépouille de la paroi dentinaire. Et la sonde numéro 16, c'est le repérage des entrées canalaires. La première sonde, elle présente une partie active qui est droite, contrairement à la deuxième qui présente quand même une encoche qui va permettre justement de contrôler les entrées canalaires. La sonde de Reine, c'est pratiquement comme la sonde numéro 16, elle fait le même rôle, c'est-à-dire permettre le repérage des entrées canalaires. On peut avoir recours aussi à l'utilisation des ultrasons, donc sous forme des inserts ultrasonores qui sont montés sur des pièces à main ultrasonores piézoélectriques qui va permettre la suppression des calcifications à l'entrée canalaire ou alors au niveau de la chambre pulpaire. Les inserts sonores aussi, on peut les utiliser initialement au point pour réaliser des cavités à minima en odontologie conservatrice. Ils s'avèrent très utiles en odontologie.
On peut avoir recours aussi à l'utilisation des forêts. Donc, ces instruments vont permettre un marquage des orifices coronaires en pointant l'entrée canalaire et en effectuant un mouvement de brossage au retrait contre la paroi. Donc là, c'est des instruments qu'on va l'utiliser juste à l'entrée canalaire. Donc, c'est des instruments qu'on ne peut pas les utiliser pour la mise en forme canalaire. Donc, on a deux types. Donc, ils peuvent être sous forme de forêt de Gates ou alors des forêts Lergot, comme vous voyez sur l'iconographie. Maintenant, nous allons parler des étapes opératoires proprement dites pour la réalisation de la cavité d'accès endodontique. Ça, c'est des étapes qui sont communes à toutes les cavités d'accès endodontique. Donc, lors de la réalisation de toute cavité d'accès endodontique, on est amené à passer par ces étapes-là. Donc, la première étape, c'est bien la matérialisation du toit pulpaire sur la face d'accès. Donc là, c'est très important. Alors, de pouvoir matérialiser sur la face occlusale ou alors palatine la projection. La deuxième étape, c'est bien la création d'une cavité d'accès occlusale ou alors palatine. Donc là, c'est tout dépend si on est sur une dent postérieure ou alors sur une dent antérieure. C'est ce qu'on appelle la cavité de délinéation, comme vous voyez sur l'iconographie. C'est une cavité de quelques millimètres de profondeur. Donc, sa forme générale correspond à celle de la cavité idéale qui va être approfondie par la suite. Elle doit englober les projections des cônes pulpaires sur la face occlusale. Donc, la troisième étape, c'est bien l'approfondissement de cette cavité de délinéation. Donc, la cavité occlusale est approfondie en masse avec la même fraise orientée en direction de la cavité pulpaire jusqu'à obtenir une effraction de la pulpe, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on a l'impression qu'on est entré dans une cavité qui est vide. Après, nous allons avoir la suppression du plafond pulpaire, donc qui va être réalisée à l'aide d'une fraise boule Lancôle, comme nous avons présenté tout à l'heure. Elle sera utilisée à vitesse qui est lente et bien évidemment sous irrigation. Ou alors, on peut aussi avoir recours à l'utilisation de la fraise écréant endo, et ceci afin d'éviter le risque de perforation au niveau du plancher pulpaire. Bien évidemment, toute cavité d'accès créée, qu'elle soit au niveau antérieur ou postérieur, sur laquelle nous allons réaliser des finitions. Donc là, nous allons faire une mise de dépouille et la régularisation des parois. Donc là, le praticien doit être capable de voir toutes les entrées canalaires et les parois de la cavité. Elles doivent être lisses, donc ceci va permettre le passage aisé des instruments sans qu'il y ait de contraintes au niveau coronaire.